Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver après notre petite visite hier chez Gamers Origin, donc notre team de e-sports. C'est toujours Laurent, voilà, j'ai pas changé d'identité entre hier et aujourd'hui, mais cette fois je suis accompagné de Marion, Salut Laurent, ça va? c'est bien et toi, Ouais. qui va m'accompagner donc sur ce live métier où on va accueillir une personnalité du monde de l'intelligence artificielle, Émilie, qui va venir nous parler et compléter tout ce que vous avez pu apprendre lundi grâce à Nolwenn et Sacha, qui eux étaient donc développeurs de logiciels dans l'intelligence artificielle. Eh bien, Émilie, quant à elle, qui se présentera juste après, elle travaille sur une question qui est très importante et qui fait écho à pas mal des questions que vous nous avez posées lundi. Je me rappelle de Raphaël, alors il y en a plusieurs, je ne me rappelle plus de quelle ville, mais qui se demandait pourquoi est-ce que les gens ont aussi peur de l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que c'est un sujet de débat. J'imagine qu'on va apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui, mais en tout cas, je te laisse, Émilie, te présenter à nos jeunes qui ont hâte de démarrer. Bonjour à tous, moi je m'appelle Émilie Tirvoyen et je travaille chez Orange. Je suis aujourd'hui responsable d'un programme de recherche sur justement l'intelligence artificielle éthique et responsable. Parfait. Donc cette question de l'éthique, vous allez voir, on va y revenir. C'est pas quelque chose évident à comprendre. Je pense d'ailleurs qu'on l'aborde pas avant la terminale, en philosophie, je crois, la notion d'éthique, mais Ouais, possible, ouais. j'ai un petit doute. Mais avant de démarrer sur tout ça, on s'est dit qu'on pourrait commencer avec un petit quiz. Je sais qu'apparemment vous aimez pas mal ça. Donc on a réfléchi, on s'est creusé la tête pour trouver quelques questions à vous poser qui vont de la plus simple à la plus compliquée. Il y en a trois, préparez-vous. On va voir lesquels d'entre vous répondent en premier, puis la modération nous fera remonter les réponses au fur et à mesure. Je te laisse poser la première question, Marion. Allez, c'est parti. Quelle est l'IA, donc l'intelligence artificielle, la plus célèbre de l'univers Marvel? Est-ce que c'est réponse A, Jarvis, Just a rather very intelligent system? Je fais Bel accent. travailler mon accent, ça me fait plaisir. Donc, juste un système plutôt très intelligent. Donc, est-ce que c'est Jarvis? Est-ce que c'est réponse B, Smart, donc Smart Machine Articulating Reading Control? Ou est-ce que c'est réponse C, Junior, Jolly Unknown Near Intelligent Organism? Vous avez 30 secondes. Non, je sais pas. 30 secondes. Bon, j'espère qu'en tout cas tout se passe bien de votre côté dans les salles de classe ou derrière vos ordinateurs. Répondez dans le chat et puis la modé nous fera remonter la C'est réponse. censé être la question la plus simple, ça? Ah bah, il y a plein de Ok. films Marvel, hein. Ouais, moi, je suis en galère sur ça déjà. Après, Ok. petit indice, il y a quand même Iron Man sur la slide. C'est quand même lié à ça. Je crois qu'il y a au moins trois films qui sont Ah sortis ouais, non, dernièrement. mais je suis incapable de répondre, hein. Je ne sais pas. Il y aura bien un ou deux fans absolus qui sauront nous dire quel est le nom de l'intelligence artificielle qui a été créée par Tony Stark, Iron Man. Alors, est-ce que ça répond? Ouais, Émilie, t'as la réponse? Non. Ah, tu vois? Ah, voilà. Bon, Eh, après, c'est pas si évident. moi j'avoue que celle-ci j'ai dû la chercher parce qu'il y a un problème de gap générationnel. C'est-à-dire que j'ai pas regardé les Marvel au cinéma. J'avoue, voilà, je suis pas allé les voir. Ah, ça dit Jarvis, là, je vois dans le chat. À mon avis. Ça balance un petit Jarvis. Après, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont répondu. Ah, c'est The Enter qui a gagné. Alors, The Enter, je le vois pas dans le film, mais ça allait trop vite. Donc, effectivement, The Enter, c'est bien Jarvis qui est le nom de cette intelligence artificielle, qui pour le coup est un des rares exemples au cinéma d'une intelligence artificielle qui est gentille, qui est positive. Elle n'essaye pas de dominer l'humanité ou de détruire les humains. Bon, il y a au moins un exemple qui est à peu près cool. Deuxième petite question. Celle-ci, elle est un peu plus compliquée. On allait chercher dans plein de séries, de films, de dessins animés, des exemples de machines, de robots qui ressemblent à des humains, qui pensent comme des humains, qui sont dotés d'une intelligence artificielle, ou même des machines qui, elles, sont juste des AI. Il y a plusieurs exemples. Certains de ces séries, de ces films, vous les connaissez tous, ou presque. Star Wars, Transformers, c'est des noms qu'on connaît quand même. Oui, oui, dedans, on connaît un petit peu. Voilà. On connaît. D'autres, c'est vos grands frères, vos parents, peut-être plus. Terminator, Star Trek. Et puis il y a ceux qui aiment bien la culture anglaise, qui vont connaître Doctor Who, mais c'est pas trop. Donc, proposez vos réponses, on va voir qui arrive à associer les bons univers avec les bons personnages. Je crois que j'ai deux réponses là, c'est pas mal, hein. C'est déjà Je pas mal. progresse. Ah non, mais on a bien travaillé Les avec vieux l'équipe. trucs, tu vois. J'ai que les vieux trucs. Terminator, Star Wars, je pense savoir. Vieux. Des Terminator, il y en a tous les ans qui sortent.
Ça, c'est une franchise qui produit. T'as des réponses, Amélie, un petit peu là? Un petit peu plus Un peut-être? petit peu. Ouais. Alors, j'avoue que certains, on a dû aller les chercher quand même. Ah, vous avez taffé. Hein. Sur ce beau fond violet, comme ça fait bien ressortir les couleurs. C'est particulièrement agréable à regarder, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je suis pas fan, mais j'aurais préféré une autre couleur, mais ça n'engage que moi. Alors, j'ai quelques réponses qui s'affichent pour la question d'avant. Mais bon, The Enter a été beaucoup trop rapide. Désolé. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit Ah, Star Wars, c'est trouvé. C3PO. Star Wars. A priori, C'est bon. c'est ça. Alors, j'ai eu un E et un C. Donc, ça serait Skynet et Terminator. Ouais. Tout à fait, ça marche. D et C, oui. Optimus Prime, c'est bien dans Transformers. Quand même. E On et dit A, E, ouais. Star Wars et dit, C3PO, ouais, c'est ça. c'est bon. Après, c'est par élimination, hein. Maintenant qu'on en a trouvé 4. Donc, du coup, il reste quoi? Tardis et Data. Oui. Et Doctor Who et Star Trek, du coup. Et tout à fait Océane du collège Jules Ferry d'Aubonne, on aurait pu avoir Wall-E de Pixar. C'est vrai que le dessin animé est très mignon. Mais bon, ça aurait été peut-être un peu trop facile pour le coup. Voilà. C-E, C-E-A-D, B, B. On nous dit- Exactement. C'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est bien la première réponse juste en entier que nous donne Noah du collège Rabelais. Mais en tout cas, ce sont les bonnes réponses, effectivement. Et je vous avais mis quelques photos. Alors bon, je vous accorde que en haut à gauche, la personne étrange, la toute pâle, on se rend bien compte que c'était les années 80 C'est en qui, termes ça? d'effets C'est qui, ça, du spéciaux. coup? Bah, c'est l'Android Data D'accord, ok. Mais je connaissais pas. dans Star Trek. Bah, moi non plus, jusqu'à ce que je fasse les recherches. Et alors, on va essayer d'aller un peu plus vite pour laisser la place après au contenu vraiment de ce live. La dernière question, elle est plus un peu par élimination. Alors n'hésitez pas à poser la question à vos enseignants, peut-être qu'ils auront la réponse et qu'ils pourront vous guider. Mais est-ce que vous savez à quelle date est apparu le premier robot humain dans l'histoire du cinéma? On vous fait 3 propositions. Au début des années 1900, dans un film noir et blanc qui a disparu aujourd'hui. En 1927, dans un film allemand noir et blanc muet. Donc là, on remonte quand même dans l'histoire du cinéma, qui s'appelle Metropolis, qui est un film de Fritz Lang. Ou en 1977, dans le premier Star Wars. Et ce serait d'ailleurs pour ça que la série serait aussi connue aujourd'hui encore. Oh, ils ont dû en faire un avant 1977, quand même, je pense, non? Quand même. Au cinéma. Alors, j'ai des premières réponses qui arrivent 1927. Est-ce qu'il y a d'autres courageux qui veulent se lancer? Donc cette question nous permet de remarquer quelque chose quand même qui est important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique depuis le début de la semaine, c'est la thématique. Euh, la science-fiction, la littérature, le cinéma, c'est quand même quelque chose qui inspire, je pense, beaucoup la recherche. On pourra en discuter avec Émilie, puisqu'en fait, il y a plein de choses qu'on invente aujourd'hui qui ont déjà été rêvées par des auteurs bien avant qu'on arrive concrètement à les réaliser. Et depuis cette époque-là, depuis le tout début de la science-fiction, on a cette question de l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc c'est pas un concept nouveau. On se rend bien compte que Ouais. ça fait quand même pas mal d'années qu'on y réfléchit. On vous laisse encore quelques secondes pour nous faire des propositions de réponse. Ah, Ah, ça a l'air plus compliqué, là. ça bug un peu. Les enseignants, vous avez le droit de tricher si vous voulez. Si vous êtes fan de l'histoire du cinéma, n'hésitez pas pour la fierté de la classe. En même temps, personne n'était né avant 1977, là. Compliqué, là. Alors, comme disaient mes profs de culture G, Culture. ça n'est pas une raison. Il y a plein de chansons qu'on écoute encore aujourd'hui, on n'était pas nés quand elles sont passées. Oui, pas faux. Pas faux. Et alors, j'ai l'impression que
Amir de Notre-Dame-de-Sion nous a apporté la réponse en même temps que le collège Fontaine-au-Berger, puisque c'est bien en 1900 qu'on a le premier robot humain dans l'histoire du cinéma. Et en fait, c'est un film d'un Français, encore un film noir et blanc et muet, alors d'un Français très connu dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Georges Méliès. Et je pense que vous avez peut-être tous déjà vu cette image de la Lune avec ce gros truc qu'elle a dans l'œil, bon, qui est très étrange d'ailleurs comme image, hein, on peut le dire. Je crois que c'est un télescope d'ailleurs, bon, pourquoi pas. Donc il a produit ce film à l'époque qui a disparu aujourd'hui, on n'en a plus de traces. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est ce qu'ont dit les critiques de l'époque. Et effectivement, pour la première fois, quelqu'un avait mis au cinéma un robot humain. En revanche, le film de 1927, celui de Fritz Lang, c'est un film très important dans l'histoire de la représentation de l'intelligence artificielle au cinéma, puisque c'est la première fois qu'on a un robot femme qui désobéit aux ordres de son créateur et qui finit par tuer les humains. Ah oui, sympa. Voilà. Je vous ai un peu spoilé le film, mais si vous voulez aller le voir, c'est un classique de l'histoire du cinéma qui a vieilli. Hein. Imaginez pas avoir un film moderne, hein, mais c'est un truc à voir si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le cinéma et notamment le cinéma européen. Voilà. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Bon, on va peut-être reprendre Ouais, allez. le fil de nos échanges. Toute cette introduction, donc pour bien vous dire que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, c'est même plutôt ancien, et Émilie va pouvoir nous parler de tout ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus sur ton métier et ce que tu fais? Oui, alors donc moi, comme je l'ai dit, je suis responsable de programme. Il y a un petit peu d'écho là. Ah, Donc c'est ça, j'ai mis 3 points pour un peu définir. Donc je suis responsable de programme, ça veut dire que j'anime une équipe pour travailler sur le sujet et pour produire ensemble des résultats. J'ai une équipe qui est assez répartie sur toute la France. Rennes, Lannion, Belfort, Sophia Antipolis et Paris. Je travaille même avec des collègues qui sont à Pékin et à San Francisco. Donc voilà, pour dire que on essaye aussi de se nourrir des différentes cultures et des différentes compétences de chaque territoire. Donc je travaille sur l'intelligence artificielle comme je l'ai déjà dit et sur l'éthique. Alors c'est intéressant que vous ayez parlé de science-fiction parce que justement la science-fiction elle nous influence beaucoup et elle contribue aussi à nous faire peur par rapport à l'intelligence artificielle. C'est le robot qui prend le pouvoir, qui va tuer les humains et les questions d'éthique c'est aussi justement pour gérer toutes ces questions de peur autour de l'IA, la perte de contrôle, la perte d'autonomie de l'homme qui se fait dépasser par la machine, les problèmes de vie privée, les problèmes de fiabilité aussi, l'IA qui se trompe et qui fait des grosses erreurs. Et donc l'éthique, c'est la gestion de tous ces problèmes. Comment faire justement pour construire des IA de confiance. C'est parce que c'est l'objectif. Voilà, on veut construire plein de systèmes intelligents, mais il faut qu'on soit sûr de la qualité de ce qu'on produit. Voilà, donc et puis après, donc j'ai mis quelques exemples. Hein, aussi, vous avez pas mal parlé de robots, hein, mais en fait, ça se matérialise aussi par des choses moins visuelles et moins proches de l'humain. C'est des outils dans le smartphone. Ben, là, j'ai mis un exemple. On peut imaginer dans le futur un service qui nous traduit de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre langue. Il y a la reconnaissance faciale. Il y a tout ce qui est chatbot, assistant personnel. Il y a aussi plein d'usages, par exemple dans la médecine, pour diagnostiquer des maladies ou faire voilà, par exemple même avec le Covid, essayer de modéliser comment l'épidémie se se développe. Ou par exemple tout ce qui est voiture autonome avec donc là j'ai mis un exemple classique de dilemme de morale éthique. C'est la voiture qui va écraser quelqu'un. Qu'est-ce qu'on choisit entre écraser les passants sur la route ou au contraire écraser les passagers parce que la voiture va se dévier sur le côté. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces dilemmes éthiques. Voilà. Et donc le troisième point, c'est que je travaille effectivement en recherche, donc plutôt dans le domaine de l'innovation, essayer de regarder toutes les nouvelles technologies qui se construisent et qu'on peut construire pour alimenter pour que l'intelligence artificielle aille dans le bon sens, dans le sens de l'éthique et de la confiance. Et donc je fais pas mal d'études, de veille et de restitution de ces résultats pour qu'après ça aille dans nos produits. Tu parles vraiment de plein de thématiques différentes sur les différentes IA que vous pouvez créer. Mais
En fait, comment vous choisissez de travailler sur tel ou tel projet? C'est motivé par quoi? Et, la relation avec nos clients et l'expérience client en général, c'est-à-dire simplifier tout voilà, le parcours de nos clients, donc que ce soit de l'achat à aussi l'utilisation de nos services, vraiment améliorer la qualité de notre service. Après, il y a tout notre enjeu interne chez Orange. On est un opérateur de télécommunications. On a des réseaux, ben voilà, des équipements partout en France et même dans le monde. Donc, on a besoin de les exploiter en fait. Donc par exemple, on va utiliser l'intelligence artificielle pour anticiper quand est-ce qu'on va avoir des pannes dans notre réseau, pour changer les équipements. Donc voilà, il y a énormément d'intelligence artificielle qui se développe vraiment pour les besoins du réseau. Et puis après, il y a tout ce qui est efficacité opérationnelle de l'entreprise. C'est peut-être un mot un peu compliqué, mais c'est par exemple dans les ressources humaines, dans le recrutement ou pour les finances, la gestion des finances, et essayer d'automatiser un certain nombre de choses pour être plus efficace et que ça nous voilà, optimiser aussi financièrement nos dépenses. Enfin, Alors, si je reprends tous les éléments que tu nous as donnés, parce que c'était très riche en termes de contenu, on va voir donc des machines à qui on apprend à prendre des décisions. C'est ça l'idée à la base de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous formez la machine, vous lui donnez des informations pour qu'elle apprenne petit à petit à prendre la bonne décision dans le bon contexte. Sauf que, au-delà de la question de cette bonne décision, enfin, du moins, pardon, je reprends. Vous voyez, même pour nous, c'est pas toujours évident. En fait, l'intelligence artificielle, c'est doter la machine, c'est lui apprendre à décider. Et ton travail, ce serait de faire en sorte qu'elle apprenne à décider, mais qu'elle apprenne à prendre la bonne décision. Et pas une décision qui soit mauvaise parce qu'on lui a pas appris ce qu'il faut de ce qu'il faut pas faire. alors c'est marrant parce que votre question elle est déjà pleine de d'a priori. En fait, justement l'éthique, en fait, on travaille beaucoup à remettre de l'humain en fait, parce que la machine elle est pas toute seule à apprendre. En fait, déjà il y a des humains qui travaillent à lui préparer les données et les bonnes données pour qu'il apprenne, par exemple sur un jeu de données bien qui contienne bien de jeux, plein d'exemples différents qui soient représentatifs de la population, parce que sinon il peut y avoir des biais et par exemple de la discrimination. Par exemple, la reconnaissance faciale, on sait que ça a été entraîné essentiellement par des visages de personnes blancs et des hommes. Total, aujourd'hui, on a des problèmes, ça détecte pas bien les femmes noires, par exemple. Donc, il y a énormément de travail des humains autour de cette conception des robots, des outils, des logiciels, pour que effectivement, ça produise un résultat qui est conforme à ce qu'on veut que ça fasse. D'accord. Donc c'est important effectivement de poser toutes vos questions si vous en avez, parce qu'on ne se rend pas nécessairement compte que nous-mêmes on a déjà incorporé des biais, des stéréotypes, des clichés dans nos têtes, et en fait il faut pour s'en séparer, pour apprendre, pour évoluer, aller plus loin, il faut poser des questions pour se rendre compte que parfois on n'est pas neutre quand on pose des questions. Ouais, Merci ouais. beaucoup Alors, il y Émilie. en a une justement, alors moi j'avoue je ne comprends pas la question, mais peut-être qu'Émilie saura répondre. C'est Wassila de Jules Ferry voilà, qui pose cette question-là pour toi Émilie, qui nous dit c'est comme le dilemme du tramway, non? Alors j'avoue, Je pense qu'il fait moi, référence au dilemme de la voiture moi je l'ai autonome pas. de tout à l'heure. Expliqué tout à l'heure. C'est ça, c'est qu'il y a des situations où il y a un obstacle devant la voiture autonome et qu'elle va avoir une décision à prendre entre continuer tout droit et écraser les personnes ou au contraire se dévier sur un mur et du coup écraser le conducteur. Et du coup, c'est le genre de dilemme voilà, que on est obligé d'implémenter des décisions, des choix dans les algorithmes des véhicules autonomes. Et donc, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, le MIT, ils ont construit une plateforme et ils ont demandé à plein de gens dans le monde de répondre à ce genre de dilemme. Et ils ont analysé le fait qu'il y avait des différences de culture. Par exemple, les Allemands, je crois qu'ils privilégient le conducteur, alors que les Français, ils privilégient plutôt d'écraser les passants. Et alors après, il y a aussi des débats sur est-ce que, par exemple, si c'est une grand-mère ou si c'est un enfant, est-ce qu'on fait la même décision? Enfin, il y a plein de débats autour de ça. J'aimerais pas être celui qui doit être amené à réfléchir sur ce sujet-là parce que je pense que je me ferais des nœuds au cerveau d'essayer de comprendre tous les facteurs à prendre en compte là-dedans. Mais donc c'est effectivement, comme tu le disais si bien, remettre de l'humain finalement dans le numérique, dans le digital, dans l'intelligence artificielle, tout simplement. Et alors, comment ça s'organise cette journée de travail pour toi quand tu nous as déjà montré tous ces domaines d'activité?
Oui, alors donc voilà, j'ai mis des exemples d'activités que j'ai dans ma journée. Donc voilà, ça commence par amener ma fille à l'école. Et après, je démarre la journée. Donc en général, je commence par lire mes mails, hein. On a beaucoup de mails dans l'entreprise, donc de différents collègues qui posent de questions, ou alors de newsletters, de lettres d'information que je reçois avec pas mal d'articles qui ont été publiés la veille ou la semaine. Je passe pas mal de temps à lire ces nouveautés, à partager aussi des informations intéressantes avec mes collègues. Moi, je réponds à des questions. Donc voilà, un début de journée assez tourné autour des mails. Après, là, j'ai mis un exemple. Je passe donc de temps en temps du temps à lire des articles scientifiques et à faire des synthèses aussi pour les collègues que je vais présenter, essayer de voir si on a quelque chose à creuser sur ce sujet. Enfin voilà, avoir des idées nouvelles. Je fais aussi pas mal de formations en e-learning, par exemple sur Coursera. Donc voilà, je regarde des vidéos pour me former. Là, comme on est beaucoup en télétravail, j'oublie pas de bouger régulièrement pour garder la forme, notamment le midi par exemple, de prendre bien le temps de manger et de bouger. Après, je participe aussi beaucoup à des réunions d'équipe. Donc là, j'ai mis par exemple une réunion où on présente un résultat d'étude à des collègues. Voilà, on leur explique les résultats. Et puis l'idée après, c'est de. Donc là, j'ai mis sur un exemple de chatbot. Par exemple, on fait aussi pas mal d'études utilisateurs pour voir comment les gens réagissent face aux technologies, pour comprendre comment bien orienter la technologie, voilà, pour que ça aille dans le bon sens. Voilà, c'est un exemple. Et puis je passe aussi beaucoup de temps à planifier. Ça, c'est la dernière chose. Ah oui, je fais aussi beaucoup d'échanges avec les collègues par téléphone ou par visio, où on s'échange des informations. Et je passe aussi beaucoup de temps à planifier des réunions. Parce que moi, je suis chef de projet organisatrice, donc voilà. C'est une grosse partie de mon temps d'essayer de trouver des créneaux communs pour qu'on se fasse des réunions sur des sujets divers et variés. Et moi, Voilà. j'ai juste une question, Laurent. Tu dis que tu regardes parfois ou je ne sais pas dans quelle mesure, mais des vidéos pour te former. Est-ce que voilà, l'intelligence artificielle, peut-être plus que dans n'importe quel autre métier, c'est vraiment, bah voilà, c'est vraiment un poste où on doit effectivement apprendre en permanence parce que bah, voilà, il y a toujours des nouveautés, il faut être à la page et il faut se former, c'est presque obligatoire. Oui, oui. C'est quand même un domaine nouveau, hein. Et il y a un énorme chantier chez Orange, hein, pour que tout le monde se forme à qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, comment l'utiliser. Donc moi, j'échappe pas à la règle, euh, sachant que avant je connaissais pas, hein, donc voilà, je fais pas mal de formations sur qu'est-ce que c'est la technique. Et puis après, je vais me spécialisant sur les problématiques et les outils, par exemple, qui existent pour gérer les biais, gérer l'explicabilité, des choses comme ça. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière dans notre discours, puisqu'on est rappelé à l'ordre, à juste titre, par quelques jeunes qui demandent est-ce que vous allez poser ma question? Alors, oui, quelle était-elle? Comment. Alors, voilà la formulation de la question. Comment, avec plusieurs données, la machine peut deviner? Alors, j'imagine peut deviner quelle décision elle doit prendre. Donc, on revient sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Alors, il y a plusieurs types d'intelligence, mais là, je pense que c'est plutôt le machine learning, où effectivement, on donne des données, on entraîne en disant cette donnée, par exemple, si on veut faire apprendre si c'est à partir d'images, si c'est un chien ou un chat, ben, on donne des données et on dit ça c'est un chat, ça c'est un chat, et on donne plein d'exemples. Et après, la machine, elle va toute seule, justement, c'est un peu ce qui est compliqué à comprendre, elle va toute seule définir des critères qui vont lui permettre de, à partir d'une nouvelle image qu'elle a jamais vue, de dire si c'est un chien ou un chat. Donc ça s'appelle la labellisation des données en fait. Quand on donne une donnée en entrée et qu'en plus on lui dit ça c'est un chat, c'est le label chat. Ok. Alors, il y a une autre question, alors, sans transition pour le Hmm. coup, Laurent, mais forcément, on a parlé un petit peu tout à l'heure d'accidents, enfin, de voitures notamment, et c'est Antoine qui nous demande si une voiture équipée d'une IA crée un accident, qui est le responsable? Est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est l'IA? Ou est-ce que c'est le conducteur? Émilie? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de débats sur la responsabilité dans les systèmes d'IA. Et justement, il y a beaucoup de travaux en cours au niveau de réglementation pour mettre des règles. Et évidemment, on veut éviter que ce soit l'IA responsable. Ça, c'est pas possible. C'est toujours des humains qui sont responsables. Et donc, en fait, ce qu'il faut définir, c'est une chaîne de responsabilité
D'ailleurs, c'est des systèmes très compliqués où il y a plein d'entreprises qui fournissent des petites briques. Et l'idée, c'est que chacun ait sa responsabilité dans son domaine par rapport à ce qu'il fournit. Mais c'est sûr que ce sera jamais l'algorithme le responsable. Et alors, plusieurs questions qui continuent à apparaître, qui nous ramènent peut-être au bon moment de notre déroulé. On a Mehdi qui demande, mais je crois qu'on a déjà un peu expliqué, à quoi sert l'IA chez Orange. Et on a Adjosun qui nous demande quelles sont les qualités qui sont requises aujourd'hui pour exercer ton métier. Alors, l'IA chez Orange, je l'ai déjà dit un peu, hein, c'est soit par rapport à nos clients, l'expérience client, soit en interne pour notre réseau, puisque c'est vraiment notre métier de cœur. Hein. En fait, les applications sont infinies hein, de l'intelligence artificielle. Donc après, on priorise aussi par rapport à ce qui va nous rapporter le plus d'argent, ou nous faire économiser le plus d'argent, par exemple, ou alors ce qui va permettre d'augmenter la qualité de service pour nos clients. En fait, c'est vraiment ça les deux grandes priorités. D'accord. Et au niveau des qualités, donc, que tu considérais comme Alors, importantes. donc, comme je l'ai dit, moi j'ai un métier de chef de projet en fait à la base. Donc après, je pourrais être chef de projet de plein de sujets différents. Pour être chef de projet, je suis ingénieur de formation. Et après j'ai aussi appris, j'ai évolué. Hein, je connaissais pas le métier dès le début en sortie d'école. J'ai appris. Mais donc il y a un côté animation d'équipe en fait, aimer planifier, aimer discuter aussi avec les autres, essayer de se synchroniser, enfin faire Ah. organiser les échanges. Alors, Et on est en après, train de te perdre un tout petit j'avoue que peu. Hmm. je me pose de plus en plus. Émilie, je crois qu'on est en train de perdre la connexion de ton côté. Est-ce que tu peux rafraîchir ta page peut-être? Comme quoi, hein, on peut travailler dans l'intelligence artificielle. Hein, et Bah, le réseau, on est tous dépendants du réseau. Parfois, ça saute. ça peut arriver. Je ne sais pas si on nous entend bien, en tout cas nous. Ah, Oui, donc je crois que c'est bon. j'espère que Émilie nous a entendu. Bah, elle doit être en train de réfléchir, j'imagine. Peut-être donner un exemple pour te répondre aussi, Mehdi. Émilie a parlé au début un peu de chatbots. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chatbots, mais en fait, ce sont des logiciels. Ils appellent ça logiciels conversationnels. Encore plus compliqué. Mieux vaut l'anglais, chatbot, Ouais. c'est plus rapide. Et en fait, quand on pose des questions sur cet internet, très souvent, il n'y a personne derrière. C'est pas quelqu'un qui vous répond genre toute la nuit à 4 heures du matin parce que vous avez une question à poser à Orange. Il y a des logiciels qui sont conçus, alors soit pour vous apporter des réponses toutes simples, mais là à ce moment-là, il n'y a pas forcément une intelligence très développée derrière, soit pour avoir une conversation avec vous et vous apporter une bonne réponse. Ça, c'est une application aussi de l'intelligence artificielle. Et rebonjour Émilie, merci de nous avoir rejoints. On peut peut-être du coup voir ton parcours, ça permettrait Bah, de voir un oui, on petit peu. était sur, on y arrivait, Voilà. donc c'est l'occasion de faire le pas. Donc Émilie, où est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Oui, alors donc moi j'ai fait des études scientifiques, hein, donc j'ai fait un bac. Alors à l'époque, Ah, c'est question sur l'anglais. donc qui s'appelle Télécom Paris. J'ai eu l'occasion de faire 2 stages quand j'étais à cette école. Euh, et après j'ai commencé tout de suite chez Orange à Rennes comme ingénieur réseau, donc vraiment dans le cœur du réseau d'Orange hein, pour l'internet en fait, déployer l'internet en France. Après j'ai voulu un peu voir un peu plus les clients et donc j'ai été plutôt côté service client. Notamment pour des clients entreprises. Je m'occupais du réseau des magasins Auchan, Chronodrive et 3-6, par exemple. Et après, je suis allée plus dans l'innovation. Et donc, comme chef de projet, j'ai fait plusieurs sujets d'innovation jusqu'à arriver aujourd'hui à l'intelligence artificielle éthique. Et j'ai aussi déménagé sur Paris entre-temps. Alors, on a plusieurs questions qui ont encore trait à tes compétences, à ton parcours. La première qui semble beaucoup intéresser les jeunes, c'est est-ce qu'il faut parler anglais pour pouvoir faire ton travail? Je suis désolée, j'ai pas entendu la question. Ah, est-ce qu'il faut savoir parler anglais? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font en anglais.
plein de pays. Donc, je travaille beaucoup avec des Espagnols, des Polonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des collègues de Pékin ou de San Francisco qui sont en anglais. Donc, effectivement, c'est important de savoir parler anglais. Après, dans l'entreprise, c'est beaucoup d'anglais technique. J'ai pas besoin forcément de savoir discuter sur la vie personnelle. Ça va assez vite en fait. L'anglais technique, c'est plus facile entre guillemets à apprendre. Tout ce qui est blague, humour anglais par exemple, là je suis complètement nulle. Et alors la deuxième question concernait, alors je peux peut-être déjà moi apporter un premier élément de réponse, je pense que c'est les deux, mais on nous demande, est-ce que tu as évolué dans ces postes-là pour arriver à ce poste de chef de mission éthique du fait de tes diplômes ou du fait de ton expérience? C'est probablement les deux. Alors, ça, c'est vraiment l'opportunité chez Orange, qui est une grande entreprise. J'ai évolué aussi parce qu'il y avait des opportunités, parce que ça m'intéressait, j'avais envie de changer. Donc, évidemment, au début, le diplôme aide beaucoup. Mais après, c'est aussi après en fonction de ce qu'on a envie, des opportunités, des possibilités. Donc, c'est aussi, il faut faire toujours preuve. Voilà, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément le diplôme et qui arrivent quand même à évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, on a une question très, très précise. Laurent, Émilie, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. C'est Walid qui nous demande je voudrais devenir ingénieur en aéronautique, alors je voudrais savoir si l'IA a un avenir dans l'aéronautique. Alors, en fait, l'IA, c'est partout dans toutes les entreprises que ça se développe et dans l'aéronautique aussi. Et donc, il y a beaucoup de travaux sur, par exemple, les avions. En fait, ça peut servir à améliorer la sécurité des appareils. Dans l'entreprise, ça peut... Parce que j'imagine que vous, de l'extérieur, vous voyez peut-être les avions du futur. Mais il y a aussi beaucoup dans l'organisation de l'entreprise, ou je sais pas, par exemple, l'aménagement d'un aéroport, la planification, l'optimisation des ressources. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc oui, dans l'aéronautique, bien sûr, il y a plein de débouchés en utilisant l'IA. Bon, moi, ça me fait très très peur, Laurent. Mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer à l'avenir un avion qui se pilote tout seul? Alors justement, il y a un gros problème de sécurité, enfin il y a une grosse exigence de l'appareil. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite. On y va par petites touches d'automatisation, par exemple avec des capteurs, pour aider le pilote sur des petites choses. Donc l'avion vraiment autonome, je pense que voilà, à mon avis c'est pas prêt. Je pense que les passagers sont pas prêts surtout. Oui. Surtout ça. En fait, il y a quelque chose d'assez sous-jacent dans tous les discours qu'on a entendus cette semaine sur l'intelligence artificielle. Il y a quand même un élément, un fil rouge. C'est ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est à la fois des grands projets qui en mettent plein la vue, la voiture autonome, toutes ces choses-là, mais c'est aussi beaucoup de petites améliorations qu'on ne voit pas forcément parce qu'elles sont dans l'entreprise. Elles aident à être plus efficaces, à dépenser moins, à être plus organisées, à mieux fonctionner en interne. Et tout ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Mais on le Oui, voit voilà, moins. c'est tout à fait moins visible du grand public, mais en fait, c'est vraiment l'intérieur des entreprises qui se transforme et c'est un énorme chantier. Et alors, on a Myriam Saint-André qui nous demande... Ah, non, on y reviendra. Non, pardon, j'ai cru. Si c'était ton rêve de petite fille que de travailler dans le numérique, le technologique, l'intelligence artificielle, ou si tu avais d'autres ambitions plus jeunes. Alors, en fait, moi, j'aimais bien les mathématiques quand j'étais jeune, mais après, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Hein. J'ai évolué par les opportunités que j'ai eues. Ce que j'aurais voulu faire, j'avais des idées un peu comme toutes les petites filles, être maîtresse, être gardienne de zoo aussi. Je voulais même être psychologue aussi à un moment. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a porté sur mon vrai travail, on va dire. Et donc, sans transition, mais quand même, en passant, j'ai vu que tu souhaitais poser une question à nos participants, dont on a posé plein au début. Ouais. On te laisse la poser, voir si ça réagit dans le chat. Oui, c'est une question très générique, hein, mais c'était pour que justement savoir comment vous vous représentez l'intelligence artificielle. Pour vous, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous imaginez? Déjà, je vous ai donné quelques éléments de réponse, hein, mais... Tout à fait. Alors, pour vous, réponse A. Est-ce que l'intelligence artificielle, ce sont juste des technologies, reconnaissance d'images, de sons, de textes, du traitement de données?
Ou est-ce que ce sont des services pour la vie quotidienne, pour la vôtre et celle des entreprises, ou les deux, ou aucune d'ailleurs. Tout est possible. À vous de nous répondre. Bon, normalement, s'ils ont écouté, Il semblerait que la réponse est déjà dédonnée dans le discours. ils devraient pouvoir trouver. Et on peut en profiter d'ailleurs, nous, pour apporter quelques éléments de réponse à Yasser et Kylian, puisqu'ils nous demandent est-ce que il y a de l'IA dans la médecine, est-ce qu'il y a de l'IA dans l'armée. Tu nous as déjà apporté des éléments de réponse, Émilie, c'est oui. On en a Ah oui, aujourd'hui oui, partout. oui, il y a des. En tout cas, alors, c'est pas forcément déjà implémenté, déployé, mais il y a des travaux, effectivement, dans tous les sens pour en mettre partout, l'IA. Mais par exemple, dans l'armée, il y a beaucoup de débats autour des armes autonomes. Donc, il y a déjà plein de pays qui essayent de mettre des accords pour ne pas, enfin, pour se protéger de ces armes autonomes, parce que ça fait très, très peur. Donc, il y a un gros besoin de réguler. Donc, voilà, il y a à la fois, il y a aussi, par exemple, l'armée américaine qui fait beaucoup de travaux autour des, on va dire, de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Euh, oui, oui, c'est un gros champ de travail. Alors, je vois passer plein de réponses, dont beaucoup de bonnes, puisqu'on a une grosse partie de nos participants qui ont répondu les deux. Et je crois que c'est la bonne réponse. Oui, oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est bien à la fois un ensemble de plein de technologies différentes. Donc, j'ai mis des exemples, hein, reconnaissance d'image, de son, mais c'est aussi plein de services pour nous, voilà, pour nous améliorer la vie, en fait. Parce que le but du jeu, hein, de l'intelligence artificielle, et c'est bien aussi l'éthique, c'est de s'assurer que ça soit au service des hommes et même de la société et même de la planète. Il y a aussi beaucoup de débats sur l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, il faut vraiment être sûr que ce qu'on développe, ce soit durable pour tout le monde. Ah, tiens, ça, c'est une question auquel j'avais jamais pensé finalement. Quel est l'impact environnemental possible du développement des technologies de l'intelligence artificielle? Parce qu'on sait que le numérique n'est pas neutre. Il faut des serveurs, il faut plein de choses pour faire vivre tout ça. L'AI, c'est pareil? Alors, déjà, oui, comme c'est du numérique, c'est comme pour, il faut des serveurs, tout ça. Et après, il y a des petites spécificités, par exemple, liées aux données pour entraîner l'intelligence artificielle. Et des fois, il y a des modèles qui demandent énormément de données. Donc, il y a des débats sur le fait que justement, ça consomme beaucoup d'énergie avec cet entraînement, cette phase d'entraînement avec des données. Donc, c'est un champ de recherche aussi d'essayer d'optimiser, de limiter la consommation énergétique. Aussi, par exemple, des fois, les données, elles sont hébergées très très loin sur le cloud, alors que ça pourrait être collecté en local. Enfin voilà, il y a des réflexions sur les architectures, peut-être un mot compliqué, mais de comment s'organiser pour avoir une meilleure optimisation et moins consommer d'énergie, parce qu'il y a voilà, c'est un enjeu pour l'humanité de, de diminuer sa consommation énergétique, quoi. C'est une super introduction pour nous parce que demain on part avec Charlotte chez Scaleway, on me pardonnera pour la prononciation, qui héberge des serveurs. Donc on va les visiter avec une caméra enfin une caméra à l'épaule. Non, Fabien va nous filmer en train de visiter une ferme de serveurs et en apprendre plus sur cette architecture justement de la donnée. Je crois que tu nous as choisi quelques images pour illustrer ton métier. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ces éléments-là et puis nous dire pourquoi ces images? Oui, bah, ça reprend un peu ce que je vous ai dit aussi dans ma journée, hein. Donc, je vous ai mis une image de Coursera, là, c'est le service pour la formation en ligne que les entreprises utilisent beaucoup. Donc, je vous ai mis un exemple, et puis donc on a la progression. Voilà, ça c'est pour voilà, un exemple. Je vous ai mis aussi l'exemple d'une newsletter, une lettre d'information par mail que je reçois qui s'appelle The Algorithm, qui est rédigée par des chercheurs américains au MIT, qui publient toutes les semaines voilà, les dernières innovations autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça que je consulte très régulièrement. Je vous ai mis un petit drapeau de l'Europe aussi, parce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a une réglementation qui est en cours de préparation sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis aussi beaucoup d'actualité de tout ce qui est voté par le Parlement européen, tout ce qui est en débat à la Commission européenne. Je vous ai mis en haut à droite mon planning Outlook. Donc, c'est parce que je passe beaucoup de temps à planifier des réunions, à les animer. Et puis après, je vous ai mis aussi une image du PowerPoint que j'ai produit là pour animer ma réunion d'équipe de janvier.
Donc, on passe beaucoup de temps aussi en entreprise à préparer des présentations euh, On sait ce que pour les c'est. collègues. Ouais. Voilà. Alors, il y a une question dans le chat qui a popé là. Tout à l'heure, tu parlais de collaborateurs avec qui tu travaillais, notamment des personnes de Pékin, si je me souviens bien. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir si, avec ton métier, on peut voyager, tout simplement. Alors, bah oui, hein, parce que donc, comme je l'ai dit déjà, j'ai des collègues en France, donc alors hors Covid, on voyageait beaucoup. Depuis le Covid, j'avoue, tous les déplacements sont un peu bloqués. Mais c'est quand même important, hein, souvent d'échanger de vive voix en physique. Il y a quand même beaucoup plus de choses qui passent. Donc oui, oui, je suis amenée à beaucoup me déplacer. Plutôt en France. Je suis jamais allée à Pékin ni à San Francisco, malheureusement, mais plutôt en France. On fait aussi beaucoup de projets collaboratifs avec des partenaires externes. Donc je rencontre aussi d'autres entreprises, D'accord. d'autres chercheurs, par exemple. Et par curiosité, combien est-ce qu'il y a de personnes dans ton équipe? Pas sûr qu'on ait évoqué un nombre au début du live. Alors, en fait, on est une dizaine, mais après, j'ai une communauté à qui je diffuse l'information qui est beaucoup plus grande. Après, chez Orange, on est aussi très nombreux. Donc, moi, quand je publie des informations sur ce qu'on fait, je l'envoie à 50 personnes, en fait. Et même mon entité, on est 150. On a même fait une newsletter qui a été envoyée à 5000 personnes chez Orange, parce qu'il y avait aussi des gens dans tous les pays. Donc, voilà, c'est D'accord. Et alors, bon, pour vous donner quelques ordres de il y a grandeur. des questions qui continuent à apparaître nous, dans le fil, qui reviennent un peu sur ce qu'on a pu évoquer précédemment. Et alors, on a Kylian et Mathieu qui, comme moi, apparemment, lisent beaucoup trop de science-fiction, qui s'inquiètent de savoir si l'IA un jour remplacera l'humain. Alors, il y a il y a un débat sur l'IA faible et l'IA forte. C'est-à-dire, est-ce que l'IA va réussir à remplacer l'intelligence humaine vraiment? Aujourd'hui, on en est très loin au niveau de la recherche. L'IA, elle est très très optimisée pour faire des tâches simples, uniques. Elle dépasse même les capacités de l'homme parce qu'elle est capable de traiter énormément de données, de faire des gros calculs très très vite, alors que ça, nous, on n'est pas capable de le faire. Par contre, aujourd'hui, l'IA, elle est incapable d'être créative. Euh, il y a plein de choses qu'elle n'arrive pas du tout à faire. Et donc, au niveau de la recherche, on en est très très loin. Même les grands chercheurs sur l'intelligence artificielle, ils disent qu'on est très très loin d'une intelligence forte. Donc c'est pas prêt d'arriver. Et puis même, c'est pas du tout souhaitable. Enfin, moi, je me rappelle du film Wall-E où les hommes, ils sont sur. Enfin, voilà, j'ai pas du tout envie de ça. Quand on parle d'éthique et de confiance, c'est vraiment ça. Il faut que la technologie, elle soit au service des hommes et que ce soit le futur qu'on ait envie de construire. Donc, est-ce que vous avez envie d'un futur où l'IA fait tout et où vous avez rien à faire? Non, je crois que c'est pas très souhaitable. Alors, tu parlais de créativité, tu disais de l'IA, pour le coup, ça c'est une qualité qu'elle n'a pas. Donc, je suppose que par opposition, vous qui travaillez sur ces métiers-là, il faut être absolument très créatif. C'est une qualité nécessaire. Euh, oui, on est capable de faire des liens entre des connaissances qu'on a que l'intelligence artificielle n'arriverait pas à faire. Je travaille par exemple avec des designers qui, eux, c'est vraiment un métier créatif pour le coup, parce que eux, ils travaillent beaucoup sur l'interaction entre l'homme et la machine. Euh, Après, dire que je fais pas d'art, je fais pas de l'art, la créativité au sens artistique, mais Faut se renouveler, quoi. Faut être capable d'aller chercher des idées pour toujours être dans cette amélioration de l'IA. mm. Alors, avant de passer à la dernière partie qui concerne plus les idées reçues, on a cette fameuse question qui remonte régulièrement à chaque fois qu'on rencontre des professionnels, dont une qui a été très bien formulée. Je crois que c'est à nouveau Walid qui se lance dans des questions bien rédigées, comme il faut. Quel est le salaire d'un responsable programme de recherche junior et d'un senior? Il s'inquiète de la rémunération. Ah oui. Alors moi, je connais pas vraiment toutes les grilles. C'est autour de 50 000 euros par an, en fait. Voilà. Après aussi, donc, en fonction de notre évolution, aussi en fonction de si on a changé d'entreprise dans notre carrière ou pas, il peut y avoir des différences selon le parcours, quoi. Mais voilà, c'est un ordre de grandeur.
Et je crois ça, dans les grandes entreprises comme Orange, vous avez quand même des grilles qui sont posées, qui permettent d'avoir une visibilité. Donc c'est ce que tu nous dis. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais tout change, ça dépend de l'entreprise en fait. Oui, après, il y a une concurrence entre les entreprises, notamment en intelligence artificielle, où il n'y a pas assez de personnes formées sur le marché du travail. Donc les entreprises, elles ont intérêt à séduire hein, les travailleurs. Donc il y a aussi, ça fait monter les salaires. Encore aujourd'hui, c'est pas forcément un métier où il y a beaucoup de, justement, de candidats. Non, c'est un métier en tension. Et d'ailleurs, il n'y a pas assez de femmes. Et nous, Orange, on fait beaucoup d'efforts pour recruter des femmes. Euh, voilà. Mais c'est vraiment un métier en tension parce que toutes les entreprises en ont besoin. Notez-le bien, donc tous, hein, l'IA, Ouais. secteur qui embauche. C'est important non, mais Bah oui. de aussi se renseigner sur ce qui peut donner suite après à une carrière. Si vous avez un intérêt dans la question des sciences et de l'informatique et des technologies, l'IA est une voie intéressante. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, et on te remercie d'ailleurs déjà pour le temps que tu nous as consacré, puisque je le redis, mais je le dis à chaque fois, c'est important, vous êtes là en tant que bénévole, et pour celles qui venaient, donc vous donnez de votre temps pour parler de vos métiers, de vos secteurs, donc c'est important de le dire. Et il y a quelques idées reçues sur lesquelles on peut échanger pour conclure. Bah justement, ouais, tu l'as évoqué il y a quelques secondes, Émilie. L'informatique, ce n'est pas pour les filles. Ça, c'est une idée reçue qu'on essaye de faire disparaître. Oui. Oui, oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que les outils numériques, c'est pour tout le monde. Donc, aussi bien les femmes pour les hommes. Donc, on a vraiment besoin de femmes pour contribuer à les fabriquer. Ça rendra des services qui seront plus accessibles pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a moins de femmes que d'hommes dans l'informatique. Et par contre, il y a vraiment besoin d'avoir plus de femmes. Et donc, c'est tout à fait accessible pour les femmes parce qu'il y a plein de métiers différents. Comme j'ai dit, moi, je suis chef de projet. Il y a le métier de développeur en interface graphique, en serveur. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment plein d'opportunités pour les filles. Et pas pour tout le monde, mais aussi pour les filles. Moi, celle sur laquelle je m'arrêterai bien, c'est la dernière quand même, puisqu'on a cette idée encore une fois que l'intelligence artificielle, ça fait peur. Alors, on l'a vu, ça peut inquiéter, mais est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui? Alors, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui travaille justement à mettre de la confiance dans l'intelligence artificielle, à la réglementer pour que qu'on soit sûr. Donc, je dirais que non, enfin, il y a un besoin de maîtriser la technologie, mais justement, il y a plein de monde qui s'en occupe. Donc, au contraire, je pense qu'il faut vraiment essayer de l'utiliser pour le meilleur et pas de se limiter à des peurs qui sont sans doute des fantasmes pas réels, en fait, pas réalistes. Justement, on a une question hyper mignonne là, de Kylian et Mathieu qui nous disent est-ce que l'IA peut avoir des sentiments? Alors, il y a des chercheurs qui cherchent à reproduire, alors soit à détecter les sentiments des humains, soit à reproduire des sentiments, mais en fait, ce n'est pas des vrais sentiments. En fait, c'est juste du virtuel, en fait, du factice. Mais le problème, c'est que l'homme, il se fait influencer par ça, il se fait un peu avoir, en fait. Il croit que l'IA, elle l'aime, par exemple, alors qu'en fait, il y a aucun amour numérique. Enfin, donc, c'est un champ de recherche, les technologies émotionnelles, mais il faut faire très attention par rapport aux biais psychologiques des humains. Il y a ça. Et alors, un peu plus tôt, tu nous disais que dans le cadre de ton métier, tu te formais en permanence dans une idée de formation continue, qu'on peut aller voir des MOOC, qu'on peut aller voir des cours sur Internet gratuitement. Et je crois que très gentiment, tu nous as proposé plusieurs liens Oui, pour aller alors en je vous ai apprendre mis, plus. en fait, j'ai fait un MOOC qui est sur la plateforme France Université Numérique, là, que je vous ai mis, où il y a un MOOC sur l'intelligence artificielle organisé par l'INRIA, qui est vraiment orienté vers l'éducation et plein de tests très pratiques sur des petits outils d'IA pour se rendre compte de ce que c'est et qui explique aussi justement les problèmes qu'il peut y avoir si on s'en sert mal, en fait. Donc, je vous ai mis des petits exemples si vous avez envie de tester sur la reconnaissance d'images. Aussi, il y a une application très rigolote où on dessine à main, enfin sur l'ordinateur, il nous donne un objet à dessiner, et puis l'IA nous dit ce qu'elle reconnaît de notre dessin. Voilà, ça c'est assez rigolo.
il y a plein d'autres applications qui existent, comme par exemple la détection des chants d'oiseaux ou détection des plantes. Moi, téléchargé ça, Burnet, et je trouve ça assez rigolo. Et puis donc je vous ai mis des liens aussi qui sont issus de ce MOOC. C'est même à destination des enseignants en fait, s'ils veulent organiser des petites séances avec les collégiens ou les élèves autour de justement pour discuter ensemble de qu'est-ce que c'est l'IA, comment gérer les problèmes, débattre en fait. Parce que nous, en tant que citoyens, en tant que personnes, on va être amenés à utiliser les technologies et on a tous une responsabilité dans leur bonne utilisation. Je pense que sur cette dernière information, et puis qui est forte de sens et de valeur pour tout le monde, on va pouvoir te remercier parce qu'il est déjà midi. Il va être temps Ouais. d'aller. Alors, nous, C'est nos jeunes, on passé les vite. garde encore une demi-heure pour une Ouais. synthèse. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir participé avec nous et de nous avoir parlé de tout ça. On fait remonter beaucoup de merci de la part des jeunes aussi dans le chat, puisqu'on a Émilie, on a Julie, pardon, qui dit merci Émilie, on a le collège Fontaine-au-Berger, on a pas mal de jeunes qui sont reconnaissants et puis qui le disent, donc c'est toujours agréable. Merci beaucoup à Émilie. Bah, merci à vous. Merci pour l'initiative. Très bonne journée. Vous aussi. Ciao, Au ciao. revoir.